Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle j'ai envie de parler de statistiques. Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup les statistiques dans mon quotidien, pas uniquement en bourse, mais dans pas mal d'aspects de ma vie. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup me reposer sur les chiffres, sur les stats, parfois même plus que sur mon ressenti. Parce que c'est vrai qu'on a parfois des impressions, par exemple le fait qu'il pleuve beaucoup en Bretagne, et les Bretons se battent beaucoup contre ça. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple une carte de pluviométrie sur l'année, on se rend compte que la Bretagne n'est pas, et de loin d'ailleurs, l'endroit où il pleut le plus en France. Il pleut beaucoup plus dans le Pays Basque ou bien dans l'Est de la France, du côté du Jura par exemple. Et c'est vrai que moi, donc, comme j'utilise pas mal les statistiques, je n'aime pas du tout quand on tord les statistiques pour leur faire dire ce qu'on veut. Alors certaines fois c'est volontaire, pour des raisons politiques par exemple, et d'autres fois c'est involontaire quand on ne maîtrise pas les bases des statistiques. Et récemment je lisais un article du Financial Times, qui est a priori un journal sérieux, et j'ai été choqué par l'utilisation des statistiques. Alors je vous explique. Le titre de l'article, c'est « Les gros traders affluent sur les options sur actions américaines avec des durées de vie très courtes ». Bon, c'est un petit peu complexe comme ça. Le but, c'est pas du tout d'être complexe dans cette vidéo. On va parler de statistiques. Donc, l'article nous explique que les traders pros utilisent de plus en plus des options qu'on appelle « zero day », donc des produits dérivés qui n'ont une durée de vie que d'une journée. Donc à nouveau, le but ici, c'est pas de parler des options, mais de montrer comment on peut faire passer un message faussé. Alors juste un petit détail technique d'abord, on ne parle pas d'options qui sont créées pour une seule journée, ce sont des options weekly, des options à la semaine, qui ont une durée de vie d'une semaine, mais qui sont surtout traitées le dernier jour, le jour de l'expiration, vu qu'ils ont créé maintenant des options qui vont expirer le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Donc ce sont des options hebdomadaires, mais qui ont plus de volume le dernier jour. Et donc, pour appuyer son message, le journaliste du Financial Times présente deux graphiques. Un premier graphique qui nous montre la forte hausse des volumes en 2022, donc de ce type d'options traitées le dernier jour. Et un deuxième graphique qui nous montre que ces fameuses transactions qui ont eu lieu le jour de l'expiration représentaient uniquement 5% des volumes d'options il y a 10 ans, et puis plus de 10% en 2020, 20% en 2021, et même 44% des volumes aujourd'hui. Et dans l'article, le stratégiste de Goldman Sachs parle lui aussi de ce chiffre de 44%. Et c'est ce qu'on a tendance à retenir quand on lit l'article un petit peu rapidement. Globalement, le reste de l'article, il essaye d'expliquer d'où vient la hausse, mais bon, on sent qu'ils en ont en gros aucune idée. Et si on lit un petit peu vite, on peut rester sur l'impression que 44% des options utilisées aujourd'hui sont des options à durée de vie très courte. Et ça m'a très vite fait tiquer parce que c'est pas logique et c'est pas du tout ce qu'on voit dans la réalité. Et en fait, c'est très simple, c'est une mauvaise interprétation des statistiques, alors de ma part, puisque eux présentent des chiffres qui sont justes sur le papier, parce que imaginez un instant deux traders. Le premier trader va utiliser des options classiques, donc avec une échéance tous les trimestres, et un autre va utiliser ces fameuses options qui expirent le jour même. Donc le premier trader, s'il veut rester exposé toute l'année, il va passer 4 transactions. Donc il va acheter au 1er janvier, son option va expirer en mars, il va racheter, blablabla. Donc même chose en juin, en septembre, en décembre. Donc il va passer 4 transactions et il va être exposé toute l'année à une option. Et celui qui va vouloir faire la même chose, mais qui va ne traiter que des options zero day, lui va devoir passer une transaction pour chaque jour de bourse. Donc environ 252 transactions. Et là, vous voyez où je veux en arriver, c'est que dans ce cas-là, on va se retrouver avec un volume annuel sur les options qui est de 256 transactions, 4 pour l'un et 252 pour l'autre. Et donc, si on nous présente les statistiques des transactions, on va pouvoir nous dire que 98% des volumes ou des transactions ont eu lieu sur ces fameuses options zero day. Alors que si on regarde à un instant T, ces options représentent la moitié des options en cours. Vous voyez le problème avec cet article du FT, on ne parle que des volumes. Ces volumes augmentent, c'est très bien, ça c'est l'information, c'est ce que je retiens de cet article, c'est qu'effectivement les options qui sont traitées le dernier jour sont plus utilisées qu'avant. Ça c'est la vérité, c'est ce qu'il faut en retenir, mais je pense que beaucoup de personnes qui lisent vite, peut-être même que le journaliste d'ailleurs aussi, a retenu que les options qui expirent le jour même représentent 44% du volume global et des activités, on va dire, des traders options. Et ça me fait d'ailleurs penser à une statistique qui est parfois utilisée dans les débats politiques et qui me fait bondir à chaque fois, c'est quand on nous dit « oui, 82% des embauches se font en CDD », donc en contrat à durée déterminée.
Et ça, c'est vrai que c'est un chiffre qui calme tout de suite. Et si on n'a pas le réflexe de remettre un petit peu les choses en place, on peut se dire « Waouh, mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais c'est exactement la même chose en fait que nos fameuses options à un jour. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui ne sert à rien. Parce que quelqu'un qui a un CDI pendant 10 ans, il va signer un seul contrat, alors que celui qui va signer pendant 2 ans un contrat tous les mois, il va en signer 24. Mais pour autant, sur ces deux personnes-là, il y en aura un qui aura un CDI et un autre un CDD. Donc le CDD va représenter la moitié de l'emploi salarié. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est regarder le nombre de CDD et de CDI parmi les actifs ou parmi les salariés qui sont une sous-population des actifs. Moi, j'ai trouvé les chiffres sur les actifs et on voit que sur les actifs en France, il y a 75% de CDI, 8,5% de CDD et 2% d'intérimaires. Et c'est cette stat-là qu'il faut surveiller, c'est cette statistique du nombre c'est la photo en fait, pas le nombre de CDD ou de CDI signés. Et si on veut montrer qu'il y a trop de CDD ou qu'il y a un problème sur les CDD, alors c'est sûr que dire que 80% des embauches se font en contrat court, ça retient l'attention tout de suite, mais sur des sujets aussi sérieux, il faut utiliser des chiffres vraiment utiles, comme l'évolution de la durée des CDD, est-ce que la durée se raccourcit ou s'augmente, est-ce que les CDD débouchent sur des CDI, etc., etc. Il faut être très prudent sur la manière de présenter des statistiques, sinon on arrive vite à faire passer un message qui est très loin de la réalité. Alors dans certains cas, c'est intentionnel. Comme je disais, en politique, par exemple, quelqu'un qui va utiliser ces fameuses données sur les CDD, c'est pour choquer, et même en sachant que le chiffre est trompeur, on va le donner quand même. Et dans d'autres cas, c'est pas intentionnel. Par exemple, dans le Financial Times, les données qu'il donne sont factuellement correctes, c'est juste que j'aurais apprécié qu'il montre des données autres que les transactions et les volumes, qui nous montre une photo du nombre d'options utilisées à un jour donné, ces fameuses options à un jour et les options sur la semaine, le mois ou les plus utilisées, celles sur le trimestre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, cette soit manipulation volontaire des statistiques, soit cette mauvaise compréhension des statistiques. Je suis sûr que de votre côté, alors ne me donnez pas d'exemple Covid, parce que Covid, ça a été le championnat de la mauvaise interprétation des statistiques. Donc, si on sort le Covid de là, parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique, est-ce que vous avez des exemples? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous avez des exemples de cas où les stats ont été soit tordues de manière volontaire, soit mal comprises, par exemple, par un journaliste, par un homme politique, etc. Mettez-moi ça en commentaire, je regarderai avec plaisir. Voilà pour cette émission sur les statistiques. J'en ai déjà fait d'autres, notamment il y avait le paradoxe de Simpson. Si vous êtes intéressé, c'est pas Homer Simpson, c'est un paradoxe très intéressant en statistique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par ce type de choses. Et si vous avez d'autres paradoxes statistiques qui vous intéressent et que vous connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ferai une vidéo avec plaisir là-dessus. Voilà, merci encore de me suivre. Merci à tous ceux qui me suivent aussi en podcast. J'ai vu plusieurs 5 étoiles qui m'ont été mis récemment. Ça m'a fait super plaisir. Je crois que je vous l'avais demandé très récemment. Donc merci à tous. C'est vraiment extra. Et je veux vraiment aussi pousser cette partie podcast parce que ça me plaît énormément d'avoir des gens qui me regardent en vidéo. C'est la majorité d'entre vous. Mais ceux qui m'écoutent en podcast, comme je suis un fan de podcast à nouveau, ça me plaît aussi énormément. Voilà, donc merci à tous pour votre fidélité. Et puis à bientôt, bien sûr, pour une nouvelle émission.